Bonjour à toutes et tous, nous sommes en direct sous l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon au festival Quai du Polar et nous allons vous proposer toute la journée, nous avons déjà proposé hier, des interviews avec des auteurs qu'on aime bien et des auteurs qui ont une actualité polar et c'est votre cas. Patrice Guin, vous avez sorti De Silence et de Loup en septembre dernier aux éditions Albin Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous qui êtes derrière votre écran, n'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires et poser des questions à l'auteur sous la vidéo, nous y répondrons. Alors Patrice Guin, la météo vous fait un petit peu honneur là, les températures baissent, bon hier il neigeait même, et vous le froid, la neige, c'est un peu un thème récurrent. Oui, j'explore les territoires frileux. J'ai toujours préféré, en termes de séjour, les plages de galets frileuses aux plages de sable chaud, aux grandes dames de ma fille. Mais oui, absolument, ce sont des territoires que je connais bien et j'ai été biberonné, au territoire d'altitude, donc ce sont des territoires qui me parlent beaucoup. Ouais. Alors, dans les naufragés du lac des Dents Blanches, vous étiez dans un hiver canadien. Dans Denali, on était en Alaska, Terre Fauve également. Sourire du Scorpion, on était à Monténégro. Et là, on débarque en Sibérie. Pourquoi la Sibérie ? Alors, la Sibérie, parce que c'est un élément particulier, c'est une zone d'exploration comme toute cette frange arctique. C'est une zone où les marqueurs du réchauffement climatique sont extrêmement importants, notamment la lecture que l'on doit en faire pour l'avenir. Et comme Anna est embarquée sur un navire polaire, elle s'est embarquée en tant que journaliste pour tenir un blog de découvertes que font les scientifiques. C'est un lieu bien évidemment privilégié. Et c'était le lieu idéal pour situer mon aventure. Alors vous êtes ingénieur en environnement et vous êtes aussi professionnel de la montagne. Comment vous alliez votre métier et votre autre métier qui est celui d'écrivain ? Alors bon, au jour d'aujourd'hui, je n'allie plus rien puisque je me consacre exclusivement à l'écriture et j'ai passé des années absolument formidables dans ces autres jobs, même s'ils me tiennent toujours beaucoup à cœur. Mais ceci dit, bon, quand l'écriture vous tend les bras, quand cette opportunité s'offre à vous, bon, ce serait quand même inopportun et inapproprié que de ne pas saisir cette chance, quoi. Est-ce que l'austérité due au froid polaire, l'austérité de la Sibérie, est-ce que tout ça, vous pensez que ça ressort le pire des hommes et que c'est pour ça que vous situez vos thrillers dans ces espaces ? Alors, je ne pense pas que cela extirpe quoi que ce soit des hommes, et ceci dit, confronté à des difficultés, l'homme est contraint de s'adapter. Et très souvent, quelles que soient ces difficultés, mais notamment des difficultés liées à l'environnement, l'homme est obligé de s'introspecter. Et souvent, ce qui sort de nous, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et c'est cette part et cette frange de notre psyché qui m'intéresse d'introspecter. Alors, dans De Silence et de Loup, on embarque à bord d'un bateau, c'est le Yupik, on débarque donc dans ces eaux gelées de Sibérie. Votre écriture est très réaliste, on a vraiment l'impression d'y être, on a vraiment l'impression d'embarquer dans une aventure. Vous avez déjà fait un voyage similaire ? J'ai fait des voyages qui s'apparentaient à cela, oui, tout à fait, oui. Alors pas forcément sur un bateau, mais par contre l'Arctique en hiver, oui, ça je sais clairement de quoi il retourne et je sais clairement à quoi il faut s'attendre. Et alors d'où vient cette connaissance du peuple qui habite la toundra, qui est le peuple Yakouté ? Yakout, d'accord. D'où vient cette connaissance un petit peu de cet univers ? Très clairement, là, ce sont des connaissances que j'acquiers par des lectures, j'approfondis mes textes. Je fais des recherches avant d'écrire, bien évidemment. Et là, ça fait très clairement partie de mes recherches avant de poursuivre l'écriture. Il m'intéressait d'avoir ces peuples qui sont en tout cas très actifs sur la recherche d'ossuaires préhistoriques et notamment dans la recherche de défense de mammouths, puisqu'il y a un gros trafic d'ivoire fossile. Alors, il faut savoir que l'ivoire d'éléphant est interdit à l'exportation, mais l'ivoire fossile est autorisé. Alors bien évidemment, ça génère de gros trafics et notamment vers la Chine.
Alors, avant d'être sur la toundra, on est sur un bateau. On est avec Anna. Donc, Anna est journaliste. Elle choisit de participer à cette expédition. Enfin, elle est choisie pour cette expédition pour échapper à un drame intime qu'elle a subi. Parlez-nous un petit peu d'elle. Anna, c'est qui pour vous ? Anna, c'est une journaliste brillante. En tout cas, elle a une carrière brillante. Elle présente le journal des FR3 à Grenoble. Elle est bien installée dans sa vie. Elle a une petite fille. Elle vit avec sa compagne, Romane. Elles ont une vie tout à fait ordinaire. Jusqu'au jour où lors d'un accident domestique, elle perd sa petite fille qu'elle avait confiée à sa compagne, Romane. Et à la fois, elle perd cet enfant, et à la fois elle en veut à sa compagne probablement, en tout cas elle lui reproche de ne pas avoir été assez vigilante, ce qui amène une succession de drames, et ce qui va la pousser à quitter Grenoble, en tout cas à chercher à mettre une distance entre cette ville, entre ces lieux où elle a vécu avec sa compagne et avec Zora, qu'elle surnomme ma belette, en pensant qu'elle va ainsi mettre un peu de baume sur ses plaies. Et puis avec la distance, avec les épreuves, eh bien ce n'est pas très exactement ce qui va se passer. Et elle va devoir introspecter, elle va devoir composer avec les autres navigateurs, en tout cas les autres scientifiques qui sont sur le bateau. Il y a des hommes, il y a des femmes, les relations se passent pas très bien, et voilà, elle est embarquée en tout cas dans une sorte de melting pot, une sorte de descente aux enfers qui ira jusqu'au but ultime, quoi. Ouais. Non, on va pas dire ce qui arrive, bien sûr. Non, je ne suis pas fou. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnages. On va avoir Jeanne, Jans, Margot, Louise, Erwan, Loïc, Zoé, Valérie, entre autres, qui sont sur le bateau. Il y a quelque chose de propre aux expéditions au niveau des relations humaines, cette relation de confiance, d'être tous ensemble sur un bateau et en même temps de survie. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on pense connaître les gens. Où on en découvre, parce qu'on les connaît pas tous forcément, mais dans la difficulté, dans l'épreuve, eh bien les gens se révèlent, mais ils se révèlent parfois brillamment, bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer, et puis parfois ils révèlent une noirceur terrible, sordide, un égoïsme ouvert, et voilà. Donc l'épreuve révèle les gens, la difficulté révèle les gens, parfois ça les soude et parfois ça les éloigne. Voilà, c'est très clairement ça. Et alors du coup, quand vous êtes écrivain, comment vous constituez un équipage ? Comment ça se passe dans votre tête ? Il y a un casting, vous vous dites, parce que là on est nombreux quand même. Oui, ils sont nombreux, mais moi j'essaye toujours d'être au plus proche de la réalité. Pour être crédible, il faut quand même que l'on soit au plus proche de la réalité. Donc je me rapproche de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, voilà. Donc j'essaye de coller au plus près à cela. Et puis quand on embarque sur un bateau scientifique, clairement le personnage peut pas être tout seul. Donc il faut forcément qu'il y ait un environnement. Et puis moi ça m'intéresse qu'il y ait un environnement. Ça m'intéresse que mes personnages principaux interagissent entre eux et puis interagissent avec l'environnement dans lequel je les plonge. Et vous avez aussi une connaissance de savoir qu'il y a un capitaine du bateau, un biologiste, tout ça, ces différents métiers ? Ah oui, bien sûr, absolument. Oui. Parce que vous avez déjà fait des expéditions. Oui, absolument. Du coup, ouais. Ok, très bien. Donc votre roman, il aborde deux sujets très actuels qui sont l'écologie d'un côté et la violence faite aux femmes de l'autre. Pourquoi avoir mêlé ces deux sujets ? Alors bon, l'écologie, encore une fois, c'est une expédition scientifique. Ils sont sur les glaces et en Arctique pour étudier l'évolution de ce territoire face au réchauffement climatique. Donc bien évidemment, là c'est une emprise très contemporaine. C'est un sujet que je connais bien. Donc, mais c'est dit, je le traite en filigrane. C'est pas le sujet principal. Mais bon, ils sont baignés dans cette ambiance. Ensuite, je le disais. Le confinement des territoires, le territoire russe, le territoire arctique est un territoire assez particulier. Une ville très isolée comme celle de Tixi, qui est une ville ruiniforme, un endroit assez hors du temps. Et les gens qui habitent là-bas, potentiellement, sont aussi hors du temps. Tout est sous contrôle des militaires russes. Et
voilà, derrière ce paravent, eh bien, il se passe des choses inavouables, extrêmement difficiles, extrêmement dures, et Anna va découvrir tout cela. Est-ce que vous faites, vous, un parallèle entre l'écologie et donc potentiellement la violence faite à la planète et la violence faite aux femmes telle qu'elle est traitée dans votre livre ? L'homme est violent il est violent avec lui-même. L'homme est le plus grand prédateur de cette planète. Donc il porte la violence partout, et malheureusement l'actualité nous le montre encore, c'est que l'horreur est à nos portes, l'indicible est à nos portes. Mais ceci dit, l'homme coupe aussi la branche sur laquelle il est assis, c'est-à-dire qu'il est capable, sous un contexte économique, on est toujours sous une forme de rentabilité de quelque chose. Tout doit être rentable, tout doit être une ressource. On parle de ressources halieutiques, on parle de ressources halieutiques pour la pêche, je s'entend. On parle de ressources agricoles, mais tout devient une ressource. L'homme lui-même devient une ressource parce que l'homme est exploité par l'homme et on fait de l'homme une ressource. Donc il y a une forme de fuite en avant de cette humanité, et on a le sentiment que tout doit être rentable. Et ce qui nous amène bien sûr à maltraiter le monde animal, en tout cas à fonctionner avec des abattoirs dans des conditions absolument terribles. J'imagine que si les murs des abattoirs étaient transparents, les gens feraient un peu plus gaffe à leur consommation de viande, par exemple. Voilà, on perd une part d'humanité. Alors je ne dis pas que je ne prône pas l'arrêt total de consommation. Si on arrivait déjà à fonctionner avec humanité, et en fonctionnant avec humanité, on se retrouverait nous-mêmes. Et c'est très précisément le contexte dans lequel se retrouve plongée Anna, et le contexte auquel elle doit faire face. Alors, on a peu parlé de votre écriture. Dans votre écriture, vous alternez un journal de bord qui est le journal de bord d'Anna, qui raconte son expédition, et la lecture de ce journal de bord par son frère, qui est donc dans un monastère. Le journal de bord est donc écrit à la première personne, la lecture à la troisième personne. Le monastère, vous avez fait un petit peu de recherche sur la religion ou Oui, beaucoup. Moi, je suis agnostique. Enfin, je suis athée, mais ceci dit, oui, j'ai fait une recherche particulière sur cette congrégation hérémétique que sont les chartreux, les moines chartreux du monastère de la Grande Chartreuse au-dessus de Grenoble. Alors il y a comme une certaine fascination. Les ermites ont toujours, je pense, exercé une certaine fascination sur leurs contemporains, et sur moi-même. Je suis assez fasciné par ces ermites et par leur ermitage. Donc j'ai fait une recherche absolument. Et ça m'a permis de créer ce roman un peu bicéphale sur lequel on va suivre Don Joseph, qui est le frère d'Anna, qui fait la lecture effectivement de ce journal, et puis bien évidemment tout s'articule au fil du texte, et notamment en fin du texte, et rien n'est là par hasard, et rien n'est écrit par hasard. Eh bien, très bien. On est en live et on a donc des internautes qui nous regardent, et une question pour vous. Je vais laisser Jessica la poser. Oui, bonjour. Alors, on a une question de J.M. Andmore qui vous demande pourquoi changer d'univers à chaque roman. N'avez-vous pas envie d'avoir un personnage récurrent ? Alors, je suis désolé, je n'ai pas entendu la question. Alors, pourquoi changer d'univers à chaque roman ? Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir un personnage récurrent ? Non, je raconte une histoire différente à chaque fois. Alors effectivement, je plonge mes protagonistes dans un univers différent systématiquement. Et je pourrais garder un personnage principal, comme ça se fait beaucoup pour les polars, par exemple, avec un inspecteur qui est récurrent. Moi j'écris des romans noirs essentiellement, donc j'écris des livres que j'aimerais lire en définitive. Donc j'aime bien changer de personnage, j'aime bien quand j'écris un roman, il me faut un an pour le mener à bien, et donc j'aime bien partager ce temps avec des gens différents, avec des personnages différents, puisque ils m'habitent, enfin j'habite avec eux surtout, ils habitent chez moi pendant une année, hein. Donc j'aime bien ce mouvement comme ça qui se crée. Donc je ne ressens pas ce besoin, mais je ne dis pas qu'un jour j'écrirai pas une suite à un de mes romans. Je ne m'interdis rien, quoi. Donc ils habitent avec vous. Est-ce que c'est difficile de leur dire au revoir à la fin d'un roman ?
Alors c'est difficile de leur dire au revoir, pas vraiment, parce qu'on est quand même très heureux d'arriver au bout d'un texte, parce qu'un texte c'est quand même quand on commence un roman, on est quand même sur la plage dans une barque et puis à la rame on voit le continent en face et on dit qu'il va nous falloir y aller. On a notre idée en tête, mais enfin, ceci dit, rien n'est jamais gagné, quoi. Le roman, il est gagné une fois, enfin, il est jamais gagné. Il est gagné quand les lecteurs se l'approprient. Mais nous, il nous faut tout de même conduire une histoire probante, intéressante, enfin, motivée avec. Donc voilà, il nous faut mener ce texte et construire ce texte jusqu'au bout, et ça reste quand même une épreuve assez compliquée. Donc ça demande beaucoup de relecture, ça demande beaucoup de temps. Donc on partage beaucoup de temps avec nos personnages, mais quand arrive la fin, on est aussi content de démarrer une autre histoire avec d'autres gens, d'autres types de personnes, quoi. Justement, c'est ma dernière question, puisqu'on arrive au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez comme projet de roman à venir, projet de voyage aussi, parce que j'imagine que les deux sont peut-être liés. Oui, ça va se lier. Mon prochain roman est quasiment terminé, donc j'arrive sur la fin. Je vais me diriger dans quelques semaines vers une destination que je ne vais pas vous donner ici, juste pour bien caler la fin de mon texte. Et puis bon, ça sera une destination où il va encore faire il va encore faire froid. Ce sont une destination comme ça nordique. Bon voilà, je termine ce texte et c'est toujours le nouveau-né, c'est toujours celui que l'on a en tête, c'est toujours celui que l'on chérit, même s'il faut encore que j'apporte un petit peu d'exercice à cela, mais en tout cas pour l'achever complètement, mais voilà, donc on sera sur. Alors j'aime pas trop en dire, hein, donc. On peut s'arrêter là sur. Parce que voilà, il est pas encore sorti, donc. Oui. Non, mais on le sait, il va faire froid. C'est pas encore un roman qu'on lira en maillot de bain et on va encore se. Voilà, on va retrouver un univers que les gens qui me suivent connaissent bien. Ils seront en aucun cas surpris. Enfin, si surpris par le texte, j'espère, mais par le décor, sans doute pas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Patrice Guin. On n'a pas beaucoup dit le titre à voix haute de ce roman. Donc c'est De silence et de loup. Ça se trouve, donc c'est aux éditions Albin Michel et ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir passé du temps avec nous et merci aux spectateurs de nous avoir suivis. À bientôt.